que la microbiologie industrielle, elle utilise des micro-organismes qui ne coûtent pas cher, et le point le plus important dans la biotechnologie ou bien de la microbiologie industrielle, c'est qu'elle utilise beaucoup plus les débris ou bien les déchets agroalimentaires comme milieu de culture. Donc, on a fait aussi, je vais faire un petit résumé avant de rentrer dans notre cours d'aujourd'hui. Ensuite, on a fait quelques utilisations aussi des micro-organismes dans la production de la biomasse. Quand on dit l'utilisation de la production de la biomasse, dit la production des levures, hein, et donc pour l'utilisation que ce soit dans alimentaire, hein, ou bien aussi pharmaceutique. Ensuite, on avait vu les besoins, hein, des milieux de culture, c'est-à-dire quelles sont les sources, hein, qu'on doit utiliser pour préparer un milieu de culture pour une fermentation, pour une production microbienne. Donc, on a vu les sources de carbone, les sources d'azote et bien sûr les autres facteurs de croissance pour les micro-organismes qui ne peuvent pas synthétiser leur propre euh, facteurs de croissance. Donc, on a parlé sur le type respiratoire, donc les aérobies, les anaérobies, les aérobies facultatives. Euh, Aussi, on a parlé sur les milieux de culture, c'est-à-dire les acidophiles, les basophiles, hein, et leur croissance. Ensuite, euh, on a présenté, hein, quelques fermenteurs, c'est-à-dire avant d'arriver, c'est-à-dire pour faire une fermentation ou bien une production industrielle microbienne, on avait parlé sur les différentes étapes, hein, à suivre. Donc, la première étape qu'on avait parlé, c'était toujours de faire une étude préalable, c'est-à-dire une optimisation de la méthode de production. Qui dit optimisation, c'est déterminer les paramètres, hein, que ce soit dans la quantité des micro-organismes utilisés, la quantité des milieux de culture, ainsi que, bien sûr, les paramètres physico-chimiques à contrôler, à savoir le pH, la température, le débit, hein, du fermenteur. Donc, je vous ai donné quelques exemples je vous ai donné quelques exemples des fermenteurs. Ensuite, on est arrivé, hein, la dernière fois à la production, hein, des enzymes. On s'est arrêté à quelques étapes de production, donc des enzymes. Donc, on va entamer directement quelques méthodes. Donc, après avoir fait une production, après avoir fait une production enzymatique, donc la première étape à réaliser pour pouvoir récupérer notre protéine ou bien notre molécule d'intérêt, c'est toujours d'abord une extraction des molécules. Donc, l'extraction, comme on l'avait déjà dit, c'est une étape très importante pour pouvoir quoi? Pour séparer notre molécule d'intérêt, hein, des autres impuretés. Pour cela, on utilise, comme on l'a déjà vu, des méthodes physiques ou bien des méthodes chimiques. Donc, les méthodes physiques, si, on les a vues, soit on utilise hein, des chocs, soit par sonification, hein, ou bien en utilisant des billes en verre et en écrasant pour pouvoir éliminer, hein, les, 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 les protéines ou bien les molécules d'intérêt. Ou bien une méthode chimique qui est quoi? Une méthode chimique en utilisant des solvants organiques. Là, on parle des extractions liquides solides. Comment? Soit on utilise une extraction conventionnelle, c'est-à-dire un solvant
que ce soit, bien sûr, ce solvant, il a été choisi après une étude préliminaire, c'est-à-dire après une optimisation. Donc, toujours, on revient toujours, avant d'utiliser n'importe quelle méthode, on doit faire une optimisation, c'est-à-dire déterminer le solvant idéal de cette extraction. Donc, après avoir fait, choisi le solvant, on met en contact le milieu qu'on a obtenu après de la fermentation avec un solvant et on va faire une extraction. Maintenant, cette extraction, elle peut être conventionnelle, elle peut être très innovante, c'est-à-dire en utilisant des méthodes d'extraction très sophistiquées, à savoir l'extraction par micro-ondes et l'extraction par ultrasons. Donc là, je vais vous dire directement, brièvement, pardon, les principes de ces méthodes. Quand on parle de la méthode d'extraction par micro-ondes, c'est la transformation de l'énergie thermique, l'énergie pardon, électrique, à une énergie thermique à l'intérieur de la cellule, ce qui engendre un bombardement, ou bien une rupture de la paroi cellulaire, donc libération des molécules d'intérêt. Bien, en utilisant l'extraction par ultrasons, cette extraction, elle utilise, c'est des ondes sonores, c'est-à-dire que c'est la transformation de l'énergie mécanique, c'est des sonores, à une énergie thermique toujours, qui induit toujours le bombardement ou bien la rupture de la paroi cellulaire et la libération de notre molécule d'intérêt. Une autre méthode utilisée aussi pour la récupération de notre molécule d'intérêt, qui est la méthode enzymatique, par exemple le lysozyme. Mais cette méthode, bien sûr, elle coûte très cher par rapport aux autres méthodes. Donc, après avoir fait l'extraction, une étape de purification est obligatoire pour pouvoir récupérer notre molécule bien propre. Et cela, c'est les étapes de la purification, comme on a déjà parlé sur ça. On commence d'abord toujours par un enlèvement des débris cellulaires, soit par une centrifugation ou bien une filtration, mais généralement une filtration, ça suffira énormément. Ensuite, l'enlèvement des débris nucléiques, c'est-à-dire, bien sûr, vous êtes tous passés par ce fameux production synthèse protéique, c'est-à-dire la traduction du brin de l'ADN en protéines. Donc, la transcription et la traduction, bien sûr, engendrent des débris nucléiques. Ces débris nucléiques, on va les faire précipiter en ajoutant des substances spéciales. Par exemple, les plus utilisées, c'est les polyamines et les polyéthylniimines. Après avoir éliminé, bien sûr, les débris cellulaires et les débris nucléiques, on passe à la précipitation enzymatique. C'est une méthode aussi où on utilise des sels ou des solvants organiques pour pouvoir précipiter notre enzyme. Ensuite, elle viendra l'étape comment je dirais, la plus précise ou bien la plus importante, qui est la séparation par chromatographie, pour avoir une enzyme très propre qu'on peut utiliser surtout dans le domaine alimentaire. Pourquoi on fait ces étapes de purification? Pour pouvoir utiliser ces enzymes ou bien dans le domaine pharmaceutique et le domaine alimentaire. Donc, la séparation par chromatographie, donc, comme vous le saviez tous, donc la chromatographie, c'est quoi? C'est une méthode de séparation physique des molécules selon leur affinité à deux phases, phase mobile et phase stationnaire. On utilise deux phases, une phase mobile dans laquelle l'échantillon sera solubilisé et ensuite, il va être entraîné, absorbé, pas absorbé, absorbé, c'est-à-dire à la surface. Il y a une différence entre absorber et
absorbé. D'accord? Donc, absorbé, il va être absorbé sur la surface de la phase stationnaire. Ensuite, il à la fin est récupéré. Les différentes méthodes de chromatographie qui existent, donc comme normalement vous avez déjà fait ça, je vais les citer rapidement. Donc, avec l'échangeuse d'ions, quand on dit l'échange d'ions, son principe, c'est-à-dire comment elle fonctionne, c'est une échangeuse par rapport à la charge d'ions, c'est-à-dire les plus vont s'accrocher au moins et les moins vont s'accrocher avec les plus. Avec aussi l'exclusion de taille, là, selon la taille des molécules, les grosses, les moyennes et les petites. Et elle va les séparer. Avec aussi, selon l'affinité d'interaction hydrophobe ou bien hydrophile, c'est-à-dire un composé qui a plus, il est plus hydrophobe par rapport à l'autre qui est plus hydrophile. Ensuite, après avoir fait ces quatre étapes, donc je vais répéter rapidement, enlèvement des débris cellulaires, enlèvement des acides nucléiques, précipitation enzymatique, ensuite séparation par chromatographie. La dernière étape, c'est la conservation. Là, c'est une étape très importante. Pourquoi? Parce qu'il y a des enzymes qui ne supportent pas l'humidité, c'est-à-dire ils doivent être conservés directement après la production. Donc là, il y a deux méthodes. Elle peut se faire directement par, comment je dirais, un séchage. Donc, un séchage, c'est-à-dire évaporation de l'eau, ou bien par actuellement, hein, à l'échelle bien sûr mondiale, la conservation des enzymes, elle est réalisée beaucoup plus par une lyophilisation. Qui dit lyophilisation, c'est, comme vous l'avez déjà fait hein, c'est une suite des deux étapes très importantes. La première étape, c'est une congélation pour pouvoir stopper ou bien l'eau libre, la rendre en glace, hein, en petits cailloux de glace, suivie d'une dessiccation primaire et une dessiccation secondaire. Qui dit dessiccation, c'est pouvoir, hein, c'est une étape de sublimation, c'est-à-dire sublimer la glace libre sous forme, c'est-à-dire il va se transformer en gaz. Donc, la lyophilisation, si on peut, c'est-à-dire la définir, donc c'est la transformation de l'eau à l'intérieur de ce mélange en vapeur, en passant bien sûr par une congélation et une dessiccation. Je vous ai donné un exemple donc d'enzyme qui est de l'invertase. Donc là, vous allez cette capture d'écran, hein, je l'ai retirée à partir d'une banque de données. Donc on va faire lien avec le module du bioinformatique. Donc, la bioinformatique, c'est une étude hein, qui s'intègre dans plusieurs axes et parmi eux, c'est la microbiologie industrielle et microbiologie. Donc, je vous ai fait une capture d'écran d'une enzyme qui est de l'invertase, très utilisée dans le domaine industriel, qui est surtout dans la production des bonbons, la production des chocolats, des biscuits. Hein. Elle est produite par la fameuse Saccharomyces cerevisiae. Voilà. Donc si vous avez le temps, vous pouvez consulter l'une des banques de données, soit l'UNB, soit l'NCB, soit la PDB, pour voir beaucoup plus les caractéristiques de chaque enzyme produite par une bactérie. Donc, en commençant, après avoir fait une production des enzymes, hein, on va faire une petite aussi, on va continuer toujours dans la production des métabolites en passant vers la production des acides aminés. Donc, la production des acides aminés, comme
vous le saviez tous, elle peut être réalisée soit par une catalyse enzymatique, c'est-à-dire à partir d'une protéine, on peut récupérer les acides aminés, ou bien à partir d'une extraction à partir d'une matière première riche en acides aminés, ou bien, hein, essentiellement, qui est le but de notre cours, qui est par culture microbienne. Et ça, c'est ça l'avantage de notre cours. Donc, avant de passer aux différentes voies de synthèse des acides aminés, je voulais vous citer quelques exemples d'utilisation des acides aminés produits, bien sûr, par les micro-organismes, c'est-à-dire dans pourquoi les industriels actuellement euh, font recours à cette acide technique. Pourquoi? Parce que les acides aminés synthétisés par des réactions chimiques, hein, qui peuvent être nocifs pour le corps humain, ils peuvent les synthétiser par une méthode naturelle, par des micro-organismes et qui ne coûtent pas cher. Donc, je vous ai donné quelques exemples. Par exemple, la glycine et la laline qui sont utilisés comme étant une saveur. Hein. C'était pour améliorer la saveur de certains biscuits, bonbons. Hein. L'acide glutamique aussi qui est utilisé comme étant un sel. Hein. عندك aussi agents édulcorants comme l'aspartame, et bien sûr l'aspartame c'est l'aspartate plus la phénylalanine. Donc agent édulcorant c'est un agent qui augmente le pouvoir, hein, sucré. Aussi, je vous ai donné un exemple le plus important qui est la lysine et la méthionine qui augmentent la valeur nutritionnelle des de quelques produits alimentaires. Donc, avant de passer, je vais te donner quelques exemples. Excusez-moi. Ça marche doucement, doucement. Là, la connexion elle est faible. On va essayer de travailler avec les moyens de bord. Donc, je vous ai donné là un petit tableau, hein, qui montre quelques espèces de micro-organismes les plus utilisés dans l'industrie agroalimentaire pour la synthèse de quelques acides aminés. Par exemple, si vous remarquez là, le genre Corynebacterium, il est le plus utilisé et quelques espèces, je dis bien quelques espèces de Escherichia coli, bien sûr, mais après hein, une correction dans leur génome, c'est-à-dire après mutation. Les acides aminés les plus synthétisés par les Corynebacterium, vous avez les acides aspartiques, la laline, l'arginine, aussi acide glutamique qui est très utilisé et la lysine qui sont très utilisés dans le domaine agroalimentaire. Donc, maintenant, passons aux voies métaboliques de la synthèse des acides aminés. Donc, comme vous le saviez tous, un acide aminé, pour pouvoir le synthétiser, il nous faut un squelette carboxylique, c'est-à-dire un squelette ou bien une molécule qui a une fonction carboxylique, COH, et un squelette, c'est-à-dire une fonction amine. D'accord? Pour cela, les deux parties, elles vont être issues, bien sûr, logiquement, hein, à partir du métabolisme de la cellule microbienne. Voilà, elles peuvent pas c'est-à-dire le micro-organisme, il ne peut pas les importer de l'intérieur, de l'extérieur, pardon. Donc, les intermédiaires je répète, donc les intermédiaires du métabolisme microbien de chaque micro-organisme seront utilisés pour la synthèse des acides aminés qui seront utilisés par le consommateur. Donc, concernant le squelette carboxylique ou bien la fonction carboxylique, elle est obtenue généralement à partir des intermédiaires de la glycolyse. Qui dit la glycolyse, c'est la transformation du sucre en acide pyruvique par bien sûr, en utilisant des enzymes qui est la pyruvate oxydase, ainsi de suite. Donc, on va la voir après. Donc, soit par les intermédiaires de la glycolyse, ou bien les intermédiaires, c'est-à-dire les composés obtenus à partir du cycle de Krebs, ou bien à partir de la voie de pentose phosphate, on va la voir juste après. Cela, c'est pour le groupement COH. Maintenant, pour le groupement NH3,
il est obtenu, le groupement NH3, il est obtenu à partir d'une transamination, hein, à partir d'une transamination des, des acides aminés, pas une désamination. Il faut faire attention. Il y a une différence entre désamination et transamination. Quand on dit une désamination, c'est enlèvement de NH3 d'un acide aminé. Mais quand on dit transamination, hein, c'est une réaction entre un amine primaire et un acidoamine, euh, un autre acide aminé. C'est-à-dire, il y a une transition d'un acide à un autre. D'accord. Donc, je vous ai donné là un résumé. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, hein, avec la connexion qui est un petit peu faible. Hein. Donc là, je vous ai résumé les 3 voies. Donc, pour récupérer, quand vous voyez là, pour récupérer le pyruvate, c'est une glycolyse. Ce dernier, il va rentrer dans le cycle de Krebs avant de rentrer là. Ces intermédiaires de la glycolyse, avant de le glucose ou bien le glucide en pyruvate, et va nous donner des intermédiaires. Ces intermédiaires sont utilisés pour la fabrication de quelques acides aminés, à savoir la cystéine et la glycine. De même, le pyruvate, les intermédiaires, hein, obtenus lors du cycle de Krebs, là, même avant, c'est-à-dire la transformation du pyruvate là pour donner de l'acétyl-CoA, là aussi, il y a des intermédiaires qui sont utilisés pour la synthèse de la valine, la liline et la leucine. Et bien sûr, le cycle de Krebs aussi, les intermédiaires CAE sont utilisés dans la fabrication de quelques acides aminés. De même, le pyruvate, il peut être transformé là dans la voie des pentoses phosphates pour produire du tryptophane. Donc, je vous ai donné aussi quelques. Là, on termine par les acides aminés, donc parce que si on continue, on n'aura pas le temps de faire plusieurs métabolites. Là, après avoir fait les acides aminés, je voulais vous donner aussi un petit résumé sur la production des acides organiques. Qui dit acide organique dit fermentation. Qui dit fermentation dit transformation, hein, des substances organiques en acide organique. Que ce soit là, on trouve plusieurs types de fermentation. Je vous ai cité quelques-unes pour ne pas euh, vous trop hein, vous condenser les connaissances. Donc là, je vous ai donné quelques productions des acides aminés. Là, si vous voyez bien, on a l'espèce la plus utilisée c'est une moisissure qui est l'aspergillus. Hein, l'aspergillus avec ses différentes sous-espèces sont utilisées plus dans la fabrication des acides organiques. Pourquoi, à votre avis? Je vous ai déjà parlé sur ça. Hein? Pourquoi l'aspergillus, parce qu'elle peut assimiler rapidement les sucres fermentescibles. On a déjà parlé sur ça, je ne vais pas revenir là-dedans. Donc, les substances plus importantes retrouvées ou bien synthétisées, hein, on trouve de l'acide lactique qui est utilisé comme agent de conservation. Hein, surtout dans les confitures et les boissons gazeuses. Vous voyez, là, c'est incroyable. Pourquoi? On peut manger sain, hein, avec un coût très faible. C'est-à-dire, on peut manger un produit additionné avec des additifs alimentaires naturels, c'est-à-dire sans effet secondaire, avec un coût très faible. Donc, pourquoi ne pas encourager cette synthèse et cette production en Algérie? Donc, on a aussi l'acide citrique, tout le monde le connaît comme étant un fort antioxydant, hein, qu'on trouve généralement aussi dans des produits laitiers, des produits congelés, les boissons, comme vous voyez par exemple la marque Ifri.
Elle utilise, c'est vrai bien sûr, elle utilise, mais elle utilise des additifs alimentaires naturels, d'où l'acide citrique. Aussi, acide gluconique, obtenu aussi par Aspergillus, hein, vous voyez, la plus utilisée, comme étant, elle est utilisée comme c'est-à-dire un agent qui augmente le goût, hein, et la saveur, hein, des produits beaucoup plus, des produits gras, comme la margarine, hein, et des préparations grasses. Acide fumarique aussi est utilisé beaucoup plus dans les préparations du jus. Acide malique aussi, hein, et l'acide tartinique, hein, aussi. Et le plus important aussi c'est l'acide propionique. Celui-là, il est utilisé comme étant un agent de conservateur, surtout dans les pâtisseries. Préparé, bien sûr, à consommer à une date très déterminée. Je vous ai donné pardon, quelques types de fermentation, je vais vous donner le tout. Donc, la fermentation homolactique, quand on dit fermentation homolactique, puis bien sûr, elle existe une autre fermentation qui est la fermentation hétérolactique. J'espère que vous connaissez la différence entre une fermentation homolactique et une fermentation hétérolactique. Donc, une fermentation homolactique, c'est lorsque la majorité du substrat est transformé en acide organique. Par rapport à la fermentation hétérolactique, c'est une fermentation où on peut dire il y a 70%, 80% hein, du substrat est transformé. Donc, comme vous voyez là, la fermentation homolactique, c'est la transformation du glucose, bien sûr, en acide pyruvique, c'est la glycolyse, hein, et bien sûr, avec la présence de la lactico-déshydrogénase, c'est une enzyme obligatoire pour réaliser cette réaction, pour donner à la fin hein, l'acide pyruvique. Cet acide pyruvique, il peut être ensuite après hein, hydrolysé pour donner des acides lactiques. Les bactéries les plus utilisées là sont beaucoup plus les streptocoques et les lactobacillus. Bien sûr, c'est comment on le dit. Là, je vous ai donné un schéma de fermentation des acides mixtes. Pourquoi? Parce que l'intérêt de l'industriel, c'est d'utiliser un micro-organisme, c'est-à-dire peu de concentration, avec une petite quantité qui lui coûte pas cher pour avoir beaucoup de produits. C'est pour cela, les entérobactéries, surtout Escherichia, Salmonella, Proteus, Shigella, Yersinia, sont très utilisées. Pourquoi? Parce qu'elles ont un métabolisme mixte, c'est-à-dire elles peuvent synthétiser plusieurs acides gras, acides organiques en même temps. Donc, parmi ces acides, on trouve l'acide succinique, l'acide formique, l'acide acétique. Donc, à partir, bien sûr, du pyruvate, regardez, on a plusieurs acides aminés. Succinique, acide lactique, et même après la transformation du pyruvate en acétyl-CoA, aussi, il peut nous donner les autres acides, donc acide acétique par exemple. Donc, vous voyez l'intérêt de l'utilisation de ces organismes, mais il y a un point à soulever là, c'est que quelques micro-organismes ont quand même un pouvoir pathogène. Donc, c'est pour cela, on revient toujours en quoi? On revient toujours à l'optimisation. À l'optimisation. Pourquoi? Parce qu'avant d'utiliser un micro-organisme, on doit faire une étude préliminaire, c'est-à-dire optimiser ces conditions du milieu et bien sûr rectifier son génome. Donc, ça, c'est pour la fermentation mixte. Donc, après avoir fait les protéines, c'est-à-dire
quelques espèces des protéines, donc les enzymes, les acides aminés, et ensuite les acides gras. On passe maintenant à la synthèse des vitamines, qui est le volet le plus important dans cette production microbienne. Pourquoi? Parce que le corps humain a besoin de ces vitamines, mais malheureusement, le corps humain, ils ne peuvent pas les synthétiser toutes. Donc, pardon. Donc, c'est pour cela, quand quelqu'un a un déficit, par exemple, il y a un déficit musculaire, un déficit cardiaque, hein, donc le médecin lui donne des vitamines, et bien sûr, pour les synthétiser d'une manière naturelle, on a recours, hein, c'est ça, quand on parle de la biotechnologie sert dans ces cas-là. Donc, j'ai opté pour juste la B12, la B2 et la A, parce que j'ai vu que c'est les plus importantes. Donc, quand on parle de la vitamine, est-ce que vous connaissez c'est quoi une vitamine? Donc, la vitamine, hein, quand on parle de la vitamine, c'est une substance très importante pour le bon fonctionnement du corps. D'accord? Que ce soit le système respiratoire, digestif, le système, surtout le système nerveux, hein, il est très, très, très important. Donc, pour cela, donc, je vous ai donné quelques types de vitamines, hein, synthétisées par quelques types de micro-organismes. Par exemple, si on prend de la vitamine A, elle est synthétisée par beaucoup plus par des levures rhododurella, donc on l'a déjà fait celle-là, et la B12 beaucoup plus par Clostridium, hein, et la B2 pardon, par Clostridium, genre une bactérie, et la B12 à partir qui est obtenue du genre Bacillus, Streptomyces comme étant une levure, et aussi عندك les propionobactériens. Là, excusez-moi. Là, donc, pourquoi parler beaucoup plus sur la B12 et la B1? Parce que, comme vous le savez tous, la vitamine B12 rentre dans, excusez-moi, la connexion, elle est très faible. Donc, pourquoi? Parce que la vitamine B12, elle rentre dans le fonctionnement du système nerveux, dans le fonctionnement du cerveau. Comment? Il sert comme un neuromédiateur du système nerveux et dans la formation du sang. En final, j'ai essayé de vous faire, je ne sais pas comment, euh, une diapo animée, hein, c'est-à-dire animée, تخرج بالوحدة, mais vu que apparemment c'est le PDF, hein, donc je vais l'expliquer au fur et à mesure. Donc pour la synthèse de la vitamine B12, on a recours, hein, à l'utilisation bien sûr d'une source de carbone, une source d'azote, hein. Quand on dit une source de carbone, c'est-à-dire il y a les sucres, hein, à l'intérieur, bien sûr. Donc, quand on dit sucre, là, pour de la vitamine B12, on utilise beaucoup plus. Donc, on utilise beaucoup plus, quand on dit les sucres, on utilise de l'amylase. Vous voyez, hein, de l'amylase. Pourquoi? Parce que, excusez-moi, parce que l'amylase, c'est un déchet, hein, du secteur sucrière. Donc, pourquoi ne pas le valoriser dans la synthèse d'une molécule qui coûtera très cher? Donc, pour cela, pour utiliser, pour la synthétiser comme source de carbone, on utilise beaucoup plus l'amylase. Comme source aussi d'azote, on utilise pas mal de choses. Donc, on peut utiliser des débris, quelques c'est-à-dire molécules, protéines, débris aussi végétaux riches en protéines,
pour les valoriser. Donc, vous voyez là l'intérêt de la microbiologie industrielle. On peut dire c'est une valorisation des déchets, des débris pour faire une production naturelle. Donc, et aussi comme étant comme une partie très importante aussi, on doit préparer le milieu de culture, c'est-à-dire les tampons, c'est-à-dire préparer le pH idéal, la température et tous les paramètres physico-chimiques nécessaires. Cette production, elle se fait en deux phases. Cette production de la vitamine B12, elle se fait en deux phases. La première phase, c'est une phase anaérobie. Une phase anaérobie, c'est une phase préliminaire qui, allant de 3 à 6 jours, bien jusqu'à 4 jours avec. Là, il y a une production d'un précurseur de la vitamine B12, qui est le désoxydinoxylocarbonamide, qui est le précurseur de cette vitamine. Ensuite, une deuxième phase, qui est la phase aérobie. Cette phase, c'est une phase finale de la production de la vitamine B12. Dans cette étape, il y a une production de riboflavine qui rentre qui forme finalement le coenzyme de la vitamine B12, c'est-à-dire la phase aérobie, c'est la phase de la production post-finale de la vitamine donc B12. Donc là, pour pouvoir résumer en quelque sorte les types de production qu'on a fait, pour qu'on va passer aussi à notre cours, là, on va faire comment suivre cette production. J'ai essayé de vous faire un résumé, parce que le temps, on est c'est-à-dire pris par le temps. Donc, on ne doit pas, je ne peux pas faire le tout. Donc, j'ai essayé de vous donner quelques productions pour pouvoir après faire comment réaliser une production, une fermentation, bien sûr, en suivant les paramètres physico-chimiques du fermenteur, comment les suivre, ainsi de suite. Maintenant, si vous avez quelques questions, je suis là pour vous répondre. Je sais que la connexion elle est faible, mais essayez s'il vous plaît de poser quelques questions. Sinon, c'est à moi de poser des questions. Vous connaissez. Alors, sinon, c'est à moi de poser quelques questions. Donc, j'attends vos questions si vous êtes là. Hmm? Alors, si vous êtes là, j'attends vos questions. Quelque chose que vous n'avez pas compris. Hmm? Oui, oui, je sais, la connexion, elle est faible, mais quand même, on a pu faire quand même quelque chose. Il ne faut pas rester les bras croisés, on doit travailler. On est à la maison, on doit travailler. Je vous ai envoyé les cours sur modèle, sur la plateforme de modèle. Aussi, je les ai envoyés sur vos boîtes email. Donc, s'il vous plaît, essayez de travailler, de faire des révisions. Et si vous avez n'importe quel problème, je suis là. Donc, vous avez mon email, vous pouvez me contacter, vous poser des questions, il n'y a pas de problème. Mais l'essentiel, il faut travailler, il faut faire le pas. Vous n'êtes pas en vacances. D'accord? Alors, j'attends vos questions. Donc, si vous n'avez pas de questions, je vais poser une question et je vais attendre votre réponse. À votre avis, pourquoi les micro-organismes, pourquoi parmi les micro-organismes utilisés, on utilise beaucoup plus les levures et les moisissures? Pourquoi? C'est une question. Hein, euh, donc, très importante.
Et je voudrais une réponse. Hein. Alors, pourquoi les moisissures et les levures sont très utilisées par rapport, bien sûr, même les bactéries, elles sont utilisées, mais les moisissures et les levures sont beaucoup plus utilisées. Répondez-moi, s'il vous plaît. Donc, j'attends. Oui, par rapport, hein, bon, par rapport, peut-être par rapport, hein, à leur pouvoir pathogène, parce que les bactéries en général, les plus utilisées, comme on l'a déjà vu tout à l'heure, beaucoup plus, il y a les salmonelles, il y a les protéus, hein, les Escherichia. Mais là, on ne peut pas oublier qu'ils ont un pouvoir pathogène. Donc pour cela, il faut faire très attention dans l'utilisation des bactéries. Juste un point que je voulais vous parler là. Donc, essayez toujours de faire un lien avec la bioinformatique. Pourquoi? Si vous voulez, par exemple, voir une enzyme, comment elle a été synthétisée, comment elle a été récupérée, comment elle a été produite, ainsi de suite, rentrez, essayez d'utiliser des banques de données, hein, des banques de données spécialisées sur les enzymes, bien sûr les hormones, ainsi de suite. Donc, vous allez trouver toutes les informations à l'intérieur de cette banque. Donc, sur cela, si vous n'avez pas de questions, ben, j'ai une question, une réponse, oui. Ils ont une vitesse de transformation, je veux dire, leur fermentation est rapide, oui. Oui, très bien. Donc, c'est une réponse. Très bien, mademoiselle. Donc, mais pourquoi ils ont une vitesse de transformation très, très rapide, justement? Il fallait, hein, donc, très bonne réponse, mais il y a comment je dirais, il fallait me répondre d'une autre manière, c'est-à-dire d'une manière biochimique, si je peux dire ça. Donc, عندهم une transformation rapide, c'est-à-dire hein, عندهم un système enzymatique, hein, très rapide. Très bien. Aussi, une autre réponse qui est n'exige pas de facteur de croissance, mais non. Là, ils existent, hein, mais on peut dire là, elles peuvent les synthétiser. Elles peuvent les synthétiser. Hein. Donc, très bien aussi, c'est une réponse. Hein. Donc, mais on peut dire en général, hein, l'utilisation des micro-organismes en général, elle est très, très, très évoluée à l'heure actuelle. Pourquoi? Parce qu'on l'a déjà vu, parce qu'ils ont des avantages très, 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 très importants, à savoir quand on va faire une transformation, une production par un moyen chimique, elle nous coûtera plus cher. Hein, elle nous coûtera plus cher, hein, que de faire une production naturelle par, bien sûr, les micro-organismes. Donc aussi, c'est un point que je l'ai déjà dit. Hein. Donc, c'est la spécificité de la réaction, c'est-à-dire comment je dirais, la réaction ou bien la fermentation ou bien la production d'une molécule d'intérêt, elle peut être suivie par bien sûr l'agent qui fait de la fermentation, c'est-à-dire la réaction, on peut la spécifier. Elle est spécifiée pour la synthèse d'une molécule bien déterminée. Mhm. Voilà, donc voilà les avantages que les micro-organismes ont pour être utilisés dans la production en agroalimentaire. Aussi, عندهم une extrême rapidité de croissance des cellules microbiennes. Hein. Aussi, on peut faire le point le plus important là, on peut faire une mutation, on peut faire une modification génétique des micro-organismes, les OGM, c'est-à-dire on peut synthétiser une molécule à notre choix.
Aussi, elle ne demande pas trop elle ne demande pas trop de conditions, elle ne demande pas trop où اسمه de de paramètres, hein. Un fermenteur, un fermenteur, tu vas lâcher un fermenteur, créer des milieux, les conditions favorables, une source de carbone, une source d'azote, l'eau, ainsi de suite, pour faire une production. Par contre, il y a un inconvénient. Ah, bien sûr, il y a des inconvénients d'utilisation des micro-organismes. Par exemple, les protéines synthétisées, dans certains cas, elles peuvent présenter une quantité énorme en débris nucléiques. Hein. C'est pour cela, on passe toujours à l'étape de purification. Donc, mais des fois, il existe quelques protéines, même si on leur fait une purification, mais il y a vraiment une masse importante des acides nucléiques. Euh, Aussi, il y a quelques micro-organismes qui peuvent synthétiser quoi? Qui peuvent synthétiser des toxines lors de la synthèse des protéines. Donc là aussi, c'est un inconvénient. Une question. Alors, les souches naturelles produisent un peu de quantité de vitamines, comme on peut éviter, hein, comment éviter ce problème. Donc, les souches naturelles produisent un peu de quantité de vitamines, comment on peut éviter ce problème? Non, non, les souches naturelles, au contraire, elles produisent beaucoup, enfin, pas, pas c'est-à-dire pas tout le monde, mais pas toutes les bactéries. Mais regardez là, je vous ai donné un exemple là. Hein. Donc, elle produit des vitamines. Hein, il y a pardon, des micro-organismes qui ont la capacité de produire des vitamines et d'envahir leur milieu de culture. Donc, je trouve pas, au contraire, il y a une grande quantité, à part quelques, bien sûr, micro-organismes. On peut dire comment régler ce problème, c'est de donner beaucoup plus de milieux hein, favorables à cet micro-organisme. Là, c'est là, on revient toujours à l'optimisation. C'est ça, c'est une réponse à votre question mademoiselle, quand vous me dites comment régler ce problème ou bien comment éviter ce problème, cela, on peut l'éviter en faisant quoi? En faisant hein, une étude préliminaire, c'est-à-dire en faisant une optimisation des paramètres de fermentation ou bien de production de ces vitamines avant de lancer la production. Quels sont ces paramètres? Quand vous l'avez dit, c'est-à-dire quand on va faire une optimisation. Ou bien on va faire après une validation. C'est ça l'intérêt hein, de la matière. Hein. Euh, Normalement, vous deviez aussi la faire vous-même. Hein. Donc, la validation des méthodes analytiques. Pour pouvoir utiliser une méthode, on doit faire optimisation et la validation. C'est quoi de la validation? C'est de valider cette méthode avec les paramètres optimaux. C'est-à-dire là, on va faire plusieurs paramètres, c'est-à-dire plusieurs températures, plusieurs pH, plusieurs sources de carbone, plusieurs quantités de l'eau, plusieurs quantités de sucre, ainsi de suite. Ensuite, on va suivre l'évolution de cette fermentation. Et après, bien sûr, avec une optimisation, en utilisant des programmes, des logiciels bien déterminés, on peut optimiser ces paramètres. Hein, on peut optimiser ces paramètres et déduire les conditions optimales de production qui nous donnent la plus grande quantité de vitamines. Voilà comment éviter ce problème. Donc, aussi, vous avez d'autres questions? Allez-y, s'il vous plaît, je suis là. Donc, صوت تقطع هنا, le problème, ça vient pas de moi. Je vous assure, je suis à côté du modem. Donc, j'ai une bonne connexion. Donc, peut-être, je ne sais pas, ça arrive. Donc, mais on va essayer de travailler doucement, doucement. Hein. Si vous avez d'autres questions, hein, je suis là.
Je voulais juste vous rappeler sur les exposés hein, que je vous ai déjà donnés. Donc, essayez de travailler là-dedans. C'est une révision pour vous. Donc, je vous ai donné, en quelque sorte, c'est des mini-projets dans la production bien hein, des métabolites ou bien l'utilisation de la biotechnologie dans les différents secteurs, donc pharmaceutique, alimentaire. Hein. Donc, je voudrais alors il y a une réponse, madame, aussi le choix de micro-organismes, oui, un choix, on choisit, pardon, hein, on choisit les micro-organismes qui synthétisent beaucoup de vitamines. Cela, on revient toujours, oui, très bien. Donc là, on choisit toujours bien sûr, les micro-organismes les plus qui nous donnent le plus de rendement. Et cela toujours, on revient toujours à notre fameuse optimisation. C'est-à-dire là, je vais vous donner un résumé pour faire une production industrielle. Toujours, la première étape, c'est faire une étude préliminaire qui est suivie par une optimisation et qui est suivie par une validation de la méthode. Avant de faire chaque production microbienne, on doit faire la validation de cette méthode. En faisant cette validation, en créant quoi? On va créer quoi? On va créer les paramètres, les paramètres ou bien les conditions optimales, je dis bien optimales. Quand on dit optimal, c'est-à-dire les conditions qui vont nous donner le plus hein, de production. Très bien. Alors, j'attends aussi vos questions, si vous avez des questions. Donc là, donc, oui, madame, la conservation des vitamines, comment se fait par lyophilisation? C'est la même chose. Oui, beaucoup plus, justement. Les vitamines, elles sont très sensibles, les vitamines. Donc, quand on dit lyophilisation, je vous l'ai déjà expliqué. Donc, quand on dit l'utilisation, pourquoi elles sont utilisées pour les vitamines beaucoup plus? Pourquoi? Parce qu'elles sont très sensibles. La lyophilisation, elle est utilisée pour les substances sensibles. Là, euh, la lyophilisation, je l'ai déjà expliqué comment elle est réalisée. Donc, par deux étapes. Hein. Alors, la congélation d'abord, la congélation pour pouvoir transformer l'eau libre en cailloux de glace. Ensuite, une sublimation, c'est-à-dire transformation de la glace directement à la vapeur pour protéger justement, pour protéger justement l'intérêt, la molécule d'intérêt. Parce que là, j'ai une remarque aussi, j'ai oublié de la mentionner, c'est que c'est-à-dire l'intérêt le plus important dans la production de la vitamine. Pourquoi on fait une validation, une optimisation, une validation, un contrôle des paramètres physico-chimiques? Pourquoi aussi l'utilisation des bonnes méthodes d'extraction, de purification et de conservation? Pourquoi? Parce que l'intérêt de tout ça, c'est avoir une molécule, écoutez bien, avoir une molécule d'intérêt avec le 100% de ses activités, de ses caractéristiques. C'est-à-dire, quand on récupère, par exemple, une enzyme, on doit la récupérer avec ses sites actifs bien protégés. Si on va utiliser, je ne sais pas, une extraction sans faire une optimisation pour récupérer cette enzyme, et on va utiliser un solvant qui n'est pas adéquat, ou bien à une température qui n'est pas adéquate. Donc, cela va provoquer une dénaturation de cette enzyme. Donc, qui dit dénaturation dit destruction du site actif de cette enzyme. Donc pour cela, le principe, c'est-à-dire l'objectif de chaque industriel, c'est de produire, écoutez bien, c'est de produire une grande quantité de de la molécule d'intérêt, bien sûr, en préservant ses caractéristiques. Parce que ça ne sert à rien. Hein, ça ne sert à rien de faire une production énorme, par exemple, d'une enzyme, avec un rendement
très important, mais avec des caractéristiques très, 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 très mauvaises. D'accord? Donc aussi, si vous avez quelques questions, j'attends vos questions aussi pour qu'on termine. Hein? Pour qu'on termine. Hein? Alors, vous avez quelques questions aussi? Oui. Mhm. Donc, si vous n'avez pas de questions, donc on terminera pour aujourd'hui. Si vous voulez, bien sûr, si vous êtes, et j'aimerais bien hein, que le prochain cours, hein, vous allez être nombreux, hein, d'accord? D'accord, pour suivre. Donc, la semaine prochaine, Inch'Allah, on va programmer aussi un cours, Inch'Allah. Donc, si vous voulez à la même heure, hein, pour continuer la suite du cours. Et bien sûr, je vais le répéter. Hein, si vous avez n'importe quelle question, si vous avez n'importe quel souci, je ne sais pas, une question, hein, je suis toujours présente. Vous avez mon email, vous pouvez m'envoyer n'importe quelle hein, question, ou bien problème, ou bien. Alors, sur ce, je termine. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée et toujours, comme on l'a dit, restez chez vous pour mieux se protéger. Allez, salam alaikum, au revoir.